Alors, on démarre par quoi? Une réaction de Marc, des questions, des réactions Il y a beaucoup de choses dans, dans les propos de Philippe. Ça donne à réfléchir, les jeunes, hein, tout ce qu'on doit apprendre, non? Donc, allez-y, lancez-vous. Mon livre est empreint de ma propre histoire, évidemment. Hein. C'est comme toujours. Cela dit, ce faisant, j'ai essayé de dire vraiment ce que je pensais. Et donc, je m'expose à la critique. Et c'est très bien comme ça. Donc, allez-y. Alors, vous vous présentez comme ça. Bonjour, je m'appelle Robert Edabirian et j'aimerais vous poser la question sur votre passage au Parti communiste et votre engagement d'engagement européen, qui a été très, très fort et très marqué. Par rapport à ça, quelle est votre introspection? Quelle introspection critique faites-vous de vous-même? Excusez-moi, c'est un peu direct comme question. Oui, tout à fait. Alors, bon, ma trajectoire, je n'ai pas besoin de la rappeler. Pourquoi je suis entré au Parti communiste? Parce que j'étais épris d'idéal en politique. Il portait encore cet idéal, bien qu'on commençait à connaître l'état de l'Union soviétique, le communisme réel. Et comme vous l'avez bien constaté, pour moi, l'émancipation des travailleurs faisait sens. Que c'était pour moi quelque chose d'essentiel. Parenthèse, M. Éric Coquerel, président de la Commission des finances, vient de déclarer que l'idée d'émancipation par le travail est absolument réactionnaire. Il y en a qui ont besoin d'introspection critique aussi. Je ferme la parenthèse. Donc je suis passé par le Parti communiste. Mais oui, mais il faut résister aussi à ce genre d'admonestation, mais bon. Donc je suis passé par le Parti communiste, et puis on a appris l'état du socialisme. Au communisme, je suis entré aussi pour le programme commun, et je vous rappelle que l'union de la gauche autour d'un programme commun, elle voulait changer la vie. Qui parle de changer la vie au sens positif aujourd'hui, d'ailleurs? Mais bon, c'est trop, c'est trop. Donc on essayait bien de porter un idéal. Il s'est cassé la figure, on a fait des fautes. Alors, mon introspection critique, elle rejoint aussi... alors, pourquoi l'Europe, quand même? Dans une démarche critique. Je ne suis pas le seul à être passé au projet européen à la fin des années 1980. L'autre est Edgar Morin, un ami de longue date. Edgar Morin écrit son autocritique auparavant, et il passe à un nouveau projet qui est construire l'Europe. On est deux, on est plus que deux. Mais on est quand même une minorité de communistes qui ont fait ça, c'est certain. Donc je n'ai pas eu de problème à passer d'un idéal à l'autre, parce que pour moi, d'ailleurs, le communisme, c'est une des faces des Lumières. Et je dirais même pas la façon. Dans son idéal, c'est un texte des Lumières. Et sa critique féroce était justifiée, sauf que son économie politique, et que sa politique surtout, a été complètement dévoyée et retournée en force. Et c'est là un autre élément d'autocritique. J'ai pu abuser moi-même de croire à la vérité de ce que j'avançais, purement et simplement. Et puis, et donc une bagarre de la raison coûte que coûte, quoi, disons. Et aussi dans la tentation de la faire passer à tout prix plutôt que la faire partager. Donc j'ai mis de l'autocritique dans mon propos. Et du coup, j'ai appris aussi qu'il y avait des lumières dans le libéralisme. Je n'ai pas lâché ma critique du libéralisme, mais je l'ai précisé, ou de la démocratie. J'ai découvert que des tas de gens avant aussi avaient fait ce chemin. Et par conséquent, pour moi, j'ai une continuité dans la recherche d'un idéal et le décalage que ça supposait par rapport aux idéologies dominantes et aux forces politiques et économiques dominantes. Voilà, en cours, brièvement, la réponse. Bonsoir, Éric Le Boucher, je suis journaliste aux Échos et à l'Opinion. Deux questions. La première sur John Rawls, qui est quand même une tentative de réponse de justice
dans une société devenue individualiste, mais que tu critiques assez rapidement dans ton livre. Pourquoi? Et puis la deuxième, au fond, si on lit bien, il faut un retour de la gauche. Et où est-ce qu'il est, le retour de la gauche? Est-ce qu'il y a un pays est-ce qu'il y a un philosophe? Est-ce qu'il y a un économiste qui nous apprend des choses sur ce retour de la gauche? Alors, c'est de lourdes questions, oui. Alors, John Rawls. John Rawls, c'est une tentative rationnelle moderne. Il est publié vers 1980. C'est une tentative de renouer avec la doctrine rousseauiste du contrat social sur une base de raison. Et il fonde sa raison sur une fiction, c'est mon premier élément de critique, une fiction qui est celle-ci. Dans un État où chacun oublierait son statut, n'aurait pas été formé et informé comme on sait, il choisirait une société plus juste, où en particulier, chacun pourrait avoir accès à égalité à des biens fondamentaux. Bravo! Mais pour la pratique, ça ne m'aide pas beaucoup, parce que tout mon propos est de dire justement que nous ne sommes pas dans un état d'abandon mental de nos statuts ou de sous-information. Au contraire, on est complètement englué là-dedans. Et donc, si je veux faire une politique, je ne peux pas... Je l'ai d'ailleurs écrit dans un dialogue avec Jackie Fayol, je te le passerai si tu veux. Et je suis différent d'Aglietta, par exemple, là-dessus, et à d'autres. Je ne suis pas un partisan d'un rousseauisme de ce type. Je pense que le contrat social implicite va devoir devenir explicite et faire appel à beaucoup d'intelligence et de partage qui sont... Le partage ne peut pas reposer sur une fiction, se voulant-elle à juste titre rationnelle. Deuxième critique qui a été faite par Ricoeur à John Rawls, il faut y revenir aussi, c'est très intéressant. Ricoeur dit, mais John Rawls, il a bien compris, Ricoeur, lui qui est protestant, enfin qui est religieux à sa façon. John Rawls évacue tous les fondements idéaux qui étaient en amont de la raison rousseauiste ou cartésienne. Et donc, on se prive, et en s'en privant, en même temps, on réduit la recherche de la raison à des procédures et à des règles. Critique fondamentale de Ricoeur, qui est mon deuxième élément critique. Ça fait beaucoup, hein, Éric, par rapport à John Rawls, qui par ailleurs a fait une tentative formidable, mais bon. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième point, rappelle-le-moi comme ça. Le retour de la gauche. Alors la gauche, j'essaie d'évacuer. Mais non, moi, gauche et droite ont une histoire. Gauche et droite ont une histoire. Est-ce que Tocqueville était à gauche alors qu'il était plus profondément à cheval sur... Il était dans le contexte de ce qu'on appelait le conflit, mais le dialogue des anciens et des modernes. Et d'ailleurs, il cherchait à coudre le vieux monde et le nouveau monde de Tocqueville. C'est très intéressant. Ici, on a besoin de coudre nos différences. Et alors la gauche actuelle, pour moi, je n'ose pas dire ce que j'en pense, c'est horrible, quoi. Enfin, des procédés électoraux pour avoir des places, alors qu'on est incapable de porter des projets et de mobiliser des sociétés. On ne s'étonne pas qu'il y ait du dégagisme. Quant à la droite, elle cultive un conservatisme, mais comment dire, parfois rétrograde. Elle défend certes mieux la valeur travail, mais elle a un conservatisme rétrograde. Donc, gauche et droite ont des problèmes. J'ai toujours combattu les radicalités des deux côtés. Hein. Mais mon propos politique, c'est de rassembler. Alors, je n'ose pas dire centre-droit, centre-gauche, ça ne voudrait rien dire, parce que je serais à nouveau dans une phraséologie purement parlementariste. Ce n'est pas ça le sujet. Il faut dépasser par le haut et pas faire une sorte de méli-mélo du conservatisme et du progrès, alors qui ose parler progrès d'ailleurs aujourd'hui, même à gauche. Hein? Donc il y a un dépassement à faire et ça donnera lieu à de nouvelles formations parce que non, je ne suis pas pour une sorte de, comment dire, de bouillie générale. Il faudra que ça s'affirme et qu'il y ait encore des différences. Il y aura toujours à gérer des conflits, mais au moins essayons de gérer les conflits de façon positive et constructive, ce que font ni la gauche ni la droite. Elles n'y arrivent pas.
Et ils sont terriblement englués dans la faillite d'une démocratie parlementariste qui elle-même ne pose même plus d'enjeu de pouvoir, puisque ça se joue au niveau des gouvernements, bien entendu. Et ceci à l'échelle internationale, par-dessus le marché, avec un pouvoir supranational privé extraordinaire, quand même, et intelligent par ailleurs. Donc j'ose pas mettre un mot sur mon dépassement, hein, j'ose pas. Mais oui, il y a besoin. Pourquoi j'ai dit il y aura besoin de partis, mais les appelleront-on partis. Il ne faut pas être le parti d'une cause contre une autre. Il faut être parti qui rassemble sur une cause commune. C'est plus compliqué. Rebonsoir Philippe, c'est Christine Holzbauer. Je suis journaliste et productrice d'une émission qui s'appelle Mon heure d'Afrique. Alors moi j'ai 2 questions. Je voudrais rebondir sur une réflexion de votre éditeur qui m'a frappée. Il paraît que vous êtes pour une réforme du capitalisme. Alors j'aimerais en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'on peut vraiment réformer le capitalisme de l'intérieur? C'est ma première question. Et ma deuxième question, vous prenez de nouvelles coopérations. Et évidemment, par rapport à l'ensemble des crises, notamment la crise climatique, il semblerait que l'on recommence au niveau de la planète à parler des communs, c'est-à-dire l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, etc. Mais là aussi, est-ce que vous pourriez développer, nous donner un petit peu plus des pistes un peu plus concrètes sur ces nouvelles coopérations que vous envisagez? Alors, là aussi, c'est très très large. Alors, le premier point, à nouveau, remettez dans vos mots la première question. Est-ce qu'on peut réformer le capitalisme de l'intérieur? Alors, je prends ça sous l'angle système économique, et pas capitalisme en soi. Un système économique, qui est d'ailleurs une notion tout à fait moderne. Hein. Il y a eu la théorie des ensembles en mathématiques, et puis on a Noël qui est là, et moi et d'autres, on a plongé dans l'exploration de l'économie en la décryptant comme un système. Alors, qu'est-ce qu'un système? Alors, je suis obligé de tout. Un système, c'est une opération de transformation, en l'occurrence, je l'ai dit, entre des productions et des besoins. On va transformer des produits en réponse à des besoins. Donc, il y a une finalité, il y a des finalités dans un système. Deuxièmement, un système, c'est une structure. Et j'ai exposé tout à l'heure que notre structure, c'est un certain couple public-privé sur lequel je reviendrai. Une structure, c'est des acteurs qui sont les moteurs du système économique. En l'occurrence, les entreprises et les États, si vous préférez, les institutions publiques. Ça, c'est une structure. Et le troisième élément du système, ça s'appelle l'information, la régulation, disent les économiques. Alors, je n'entrerai pas dans mes points communs et différences avec les économistes de la régulation, mais ça n'est qu'un des 3 éléments du système, et je fais exprès de citer les 3, parce que les finalités du système, ils ne les explorent pas beaucoup, sauf à dire écologie, écologie. Ils sont d'emblée dans les réponses. La structure publique-privée telle qu'elle s'est formée, ils ne la contestent pas en profondeur. Et quant à la régulation, j'ai dit, elle devient fonctionnelle, c'est-à-dire elle cherche à sauvegarder un système qui monte en crise. Et je comprends qu'on cherche à sauvegarder un système parce que s'il s'effondre, ce sera catastrophique. Il faut dire la difficulté. Donc je suis obligé de réformer en plein vol, pour ainsi dire, l'avion ou la locomotive qui déraille. Obligé. Parce que le déraillement, c'est une catastrophe. Mais la locomotive est lancée. Donc je retravaille les finalités, la structure et la régulation. Et c'est dans mon livre, je ne veux pas en développer plus. Mais c'est méthodique. J'ai une méthode, oui. J'ai une méthode de cette façon. Et je ne vais pas la détailler, mais juste un mot quand même sur l'écologie. Ma critique principale, on est saisi par l'évidence, effectivement, il y a des catastrophes écologiques. Je vous ferai observer déjà. Alors, on invente l'hydrogène sans savoir comment on va y arriver. En attendant, l'habitat peut se casser la figure. Ce n'est pas le sujet des gens, évidemment. Quel est le chemin qui va mener à un long terme où ce serait l'Eldorado avec l'hydrogène, sans se poser d'ailleurs la façon dont on le produit? Sans se poser la façon, saurons-nous répondre à la demande d'électricité qui est croissante par tous les bouts? On ne se pose pas ces questions. Où sont les finalités? Et là-dessus, il y en a qui décrient,
et pas seulement Éric Roussel, mais les écologistes professionnels, Sandrine Rousseau d'ailleurs, je pourrais la citer également, comme d'autres. Ah, la valeur travail, c'est le diable. Alors on va comment faire? Comment on va faire? Quand même impressionnant. Ils peuvent rouler en calèche en Périgord, comme un certain chef écologiste que je ne citerai pas, utiliser son Internet à fond et en même temps prêcher la sous-consommation. Il faut quand même arrêter de se moquer du monde, il y a un combat à mener. Mais le fond de ma critique là-dessus, mais je ne développerai pas plus, c'est que on pense nature et on prétend bien faire, on n'y arrive pas, mais on essaye. Je salue les adaptations locales, pas toutes, ça dépend dans quelle ville. Ceux qui n'ont pas oublié la production et travail, justement. Mais bon, on s'adapte à un système qui engendre des catastrophes. On n'en est plus. Le 1,5, se vouloir mettre possesseur de la nature au point de ramener le climat à plus 1,5. Je crois qu'on est peut-être un peu beaucoup. S'adapter à des catastrophes pour tâcher de les minorer, de les endiguer, de les gérer, ça oui, on commence à essayer de le faire. Mais on ne s'est pas posé la question numéro 1 que je posais tout à l'heure au début. Où sont les facultés humaines pour faire ça? Est-ce que ces humains qui décrient la valeur travail, qui ne veulent pas accueillir les immigrés alors que typiquement l'écologie est un problème mondial? Où sont les solidarités? Qui critiquent la Chine alors qui en ce moment, avec de bonnes raisons, mais qui oublie qu'actuellement c'est elle qui supprime des dettes accumulées par l'Argentine, par le Sri Lanka, par le Pakistan et par d'autres. Alors qu'ici, le Club de Paris, pour annuler des dettes, c'est portions congrues. On oublie que l'investissement chinois dans ces pays-là dépasse largement ceux de la Banque mondiale. Enfin, donc, il faut quand même avoir les yeux en face des trous. Je dis, je ne veux pas valoriser la Chine, mais les trous, c'est l'autocritique. Les choux, c'est l'autocritique. Je lis ça dans Financial Times. Hein, je m'abonde de Financial Times. J'y apprends énormément. Je dialogue avec Financial Times. Il faut répondre sur les solidarités. Et je termine là-dessus. Nous sommes ce libéralisme est fondé sur la compétition à outrance, et de la compétition surgit le monopole. Vieille leçon de l'économie politique. C'est des monopoles mondiaux, des oligarchies mondiales qui se sont constituées, qui étouffent, qui abusent de la concurrence. Là sont les rentes, mais des rentes de position. Ce n'est pas simplement une question d'abonder de liquidités, alors je ne vous cause pas. Mais donc, on a là... Je fais la critique de ce système pour arriver à promouvoir une coopération, parce que je pense toute une série de problèmes qui touchent au bien commun dont vous parlez passent par la coopération. Et on fait historiquement l'enjeu de solidarité concrète. Il faut lire Polanyi, grand écrivain, historien du XXe siècle, qui commence son livre sur la grande transformation qui a eu lieu dans l'entre-deux-guerres, en rappelant comment les communs, précisément, les pâturages, les communs, ont fait l'objet d'appropriation privée. C'est le début de son livre. Les communs supposent une coopération et un accès. Qu'est-ce qu'on appelle un bien public? Un bien public pur. Il y a du pur et d'impur. C'est sans rivalité ni discrimination. Donc je cherche des biens publics sans rivalité, donc pas objet de compétition féroce, et accessible à tous sans discrimination. Cet esprit des biens publics, il faut le restaurer. Et j'ai dit qu'on avait sous-estimé massivement. Donc toute une partie de mes propositions, mais je ne veux pas développer plus, renvoie à un problème de coopération qui ne sont pas assumés dans l'Union européenne, qui ne sont pas assumés par les institutions mondiales décrépites. J'ai critiqué la Banque mondiale, heureusement qu'elle existe quand même, hein, mais je ne suis pas comme les États-Unis qui ont voulu supprimer l'OMC, ou plutôt qui ont refusé de financer l'OMC, la Banque mondiale ou le FMI, parce que justement, ce sont des formes de coopération insuffisantes mais réelles. Voilà, pour ne pas être trop long. Alors, on va prendre les deux questions, on va les prendre en même temps, si vous voulez bien. Alors, la jeune fille d'abord, le jeune homme là, et puis la dame, ou la jeune fille.
Alors, bonsoir, je me présente. Je suis étudiante en dernière année, c'est moi qui parle, en dernière année en sciences de l'éducation. Du coup, les idées que vous défendez sont très intéressantes, mais à la fois aussi un peu compliquées à comprendre. J'aimerais revenir sur une notion, c'était la crise culturelle en Occident. Et en fait, j'aimerais savoir quand elle a débuté, pour quelles raisons a-t-elle débuté et comment a-t-elle débuté. C'est une grande question. On va prendre les deux autres. Tu vas faire un paquet cadeau. Il faut que je note parce que ma mémoire commence à me trahir. Oui, oui, oui. Bonsoir. Frédéric Montlouis, félicité. Merci pour votre exposé préliminaire. J'ai 2 points. Le premier, par rapport à votre critique des démocraties libérales et de l'Occident, vous êtes évidemment parfaitement informé de l'état de la démocratie en Chine, en Russie, en Inde ou en Turquie, par exemple. Il me semble qu'on est quand même si l'Union européenne et notre Occident ont bien des défauts, tout de même dans des États de droit qui arrivent à faire respecter un certain nombre de libertés fondamentales. Et donc, j'avoue que votre position, notamment vis-à-vis de la Russie, me laisse assez perplexe, et votre position aussi vis-à-vis de la Chine, qui surendette un certain nombre d'États africains de façon absolument invraisemblable, et qui pousse quand même beaucoup ses pions sur le plan géopolitique dans le continent, sur le continent africain. Voilà, tout ça me laisse quand même assez perplexe, et je pense qu'il vaut mieux la Banque mondiale que la Chine en tant que créancier. Ça, c'est voilà, un premier point. Le deuxième point concerne le peuple. Vous, et l'idéaliste qui est en vous, et je ne peux que vous approuver sur ce point, souhaite ouvrir davantage le système de gouvernance au peuple et faire appel à lui. Nos démocraties sont dans un bien mauvais état en termes de participation, tout simplement au vote. Hein. Vous avez vu, comme moi, les niveaux d'abstention aux dernières élections, en France en particulier aussi parmi les jeunes. Qu'est-ce que vous proposez pour travailler sur ce point, parce qu'une démocratie sans électeurs devient quelque chose d'un peu résiduel et qui laisse la place évidemment aux extrêmes que l'on voit se développer un peu partout en Europe. Merci. Merci. Voilà. Alors, encore une troisième personne, et puis après, Philippe. Voilà. Bonsoir. Julie Hédé, je suis journaliste indépendante. Je voulais savoir si vous aviez suivi un peu les activités de la BEI au Luxembourg. Oui. L'Europe a aussi sa banque de développement. Et qu'est-ce que vous pensez de son avenir aussi C'est un sujet que je connais bien, mais bon. C'est des sujets énormes. Hein. Alors, la crise, la question de l'école. Alors, et son rattachement à la crise de la culture. Alors, la crise de la culture, j'ai développé, pour moi, la perte des idéaux qui n'ont pas été régénérés, pour faire court, et surtout l'européocentrisme, parce que je ne pense pas qu'on puisse régénérer nos idéaux en ignorant à ce point les histoires des autres régions du monde. Bon, il y a ça. Mais quand, vous m'avez dit, il y a un bouquin d'Hannah Arendt qui s'appelle « La crise de la culture », qui est sorti en 1972, c'est son dernier, et qui insiste sur le problème de la carence, la chute de la tradition et de la transmission. Toute tradition, les traditions ne font plus autorité, ni christianisme, ni république, ni État, les traditions ne font plus autorité, et la transmission fait problème, c'est-à-dire la transmission des idéaux, justement, est lâchée. Mais ce n'est pas que les idéaux, c'est aussi, il y a d'autres éléments que je n'ai pas développés, mais qu'il faut ajouter. L'école a fait l'objet d'idéaux. Alors Jules Ferry avait beau par ailleurs être un colonialiste, il y avait des idéaux aussi au niveau scolaire. La promotion de 1815 de Polytechnique a été dissoute parce qu'ils manifestaient, enfin, etc. Donc il y a eu des débuts très intéressants et idéalistes en quelque sorte de la création scolaire en Europe, sans compter les écoles originales, Steiner, Montessori et autres,
qui ont voulu porter une critique positive et fonder des écoles. L'école publique a fait l'objet d'une démocratisation de masse et c'est un bien. Mais on n'a jamais su gérer cette démocratisation parce que ça suppose des moyens massifs. J'ai une petite fille qui a une classe de 29 élèves et c'est dans sa classe précisément qu'on enseigne des mathématiques. Mais il n'y a jamais d'exercice à faire à la maison, ni dans la classe, ce qui pour moi est une folie furieuse. J'adorais les maths, mais c'est impensable qu'on accepte que le calcul devienne ça. C'est quoi ça? Mais on pourrait parler aussi de la lecture et de l'écriture. L'écriture à l'ère de l'Internet, ça mériterait une sacrée enquête. C'est en ça que je dis qu'on n'a pas retravaillé les contenus scolaires. Les sciences de l'éducation cherchent de la pédagogie. Ils la cherchent dans les neurones. Hannah Arendt parlait déjà d'un Salmigondi et d'un Galimatias. Alors il y a peut-être de bonnes choses, et je ne veux pas exagérer parce que je ne suis pas entré assez de l'intérieur là-dessus. Mais enfin, on ne peut, qui est comme réforme de l'éducation, se traiter les rythmes scolaires, ce qui est un vrai sujet, en oubliant complètement le problème des contenus scolaires, c'est un sacré problème. Et donc, les contenus scolaires et le contenu d'apprentissage, apprendre un homme à être un homme. Tous les jours, on entend parler de violence, d'islam, de ce que vous voudrez. On fuit ça à l'école. On a peur précisément d'être incapable. Ou bien est-on capable d'affronter ce genre de questions? C'est des questions de tous les jours. L'apprentissage était une peau de chagrin en France. Alors on essaie de la réhabiliter, mais il faut voir que... Heureusement qu'on parle d'apprentissage. Mais même en Allemagne, où c'est très développé, c'est très compliqué. Il y a aussi des difficultés en Allemagne. Donc au jour d'aujourd'hui, avec le numérique, avec la mondialisation, avec le problème de retrouver le rapport entre la scolarité et la réalité, c'est un continent de choses à faire. Et donc je ne veux pas diaboliser les enseignants. Ils sont au charbon, ils sont au premier rang. Et qu'ils aient besoin de conseils en éducation, comme vous le faites très bien. Mais si... J'hésite à parler de sciences de l'éducation, parce que tout le monde a voulu copier les sciences. Il y a quand même des déchets dans les sciences sociales, on le sait. Puis c'est très récent, c'est venu des États-Unis d'ailleurs, entre parenthèses, il y a peu de temps. Donc revenons peut-être aux fondamentaux de éduquer. Éduquer, c'est apprendre à être un homme. Je ne veux pas en dire plus, sinon... Et là, on m'a posé des tas de... Alors, démocratie, alors c'est très large, je vois. Oui, mais tu as 5 minutes. Alors, le droit, je ne reviens pas sur le droit. Le droit de l'homme, j'ai été court, mais j'étais violent et précis. Les droits de l'homme, ça date d'après la guerre, c'était une conquête, mais ça aussi, ça a été dévoyé à géométrie variable par l'Occident, c'est un fait. Vous voyez, Arabie Saoudite et compagnie, ça on n'ose pas, c'est des alliés. C'est la vérité, tout le monde entier, c'est ça. Donc les droits de l'homme, c'est utilisé à géométrie variable. Et alors le droit économique, alors je connais ça à fond. J'étais aux grandes conférences de l'OMC, député européen, tout ce que vous voudrez. Mais enfin, ça sert les intérêts occidentaux fondamentaux. Trump ne l'a pas bien compris, ça, mais Biden revient là-dessus. Ça a permis aussi à la Chine et à d'autres d'accéder à la compétition. Mais ça fait aussi des tas de dégâts profonds. Les inégalités se sont accrues partout. Donc le droit économique en vigueur dans l'Union européenne, pour moi, ignore totalement les biens publics dont on parlait tout à l'heure. Totalement. J'ai fait un rapport sur le service public au niveau européen, que j'aimerais bien qu'on sorte des oubliettes, où je me suis battu pour établir des biens publics européens, donc partager des communs au niveau européen. Mes collègues députés de droite et de gauche m'ont répondu « tu réinventes la roue ». Exit. Ils ne m'ont pas mis dehors. Vous voulez qu'on défende les services publics nationaux? Je vais essayer de vous donner quelques armes. Mais l'idéal de biens publics européens qui est de pleine actualité, on s'en fout. On cherche des solidarités concrètes, on va partager. La bureaucratie va répartir les vaccins. Ah oui, c'est certainement une solidarité. Ou bien encore gérer les stocks de gaz. Ouh, c'est bien. C'est ça les solidarités concrètes dont parlait Jean Monnet.
qui voulait partager pas seulement le charbon, l'acier, mais les transports, l'énergie et l'éducation. On va en discuter. Mais... Il faut quand même parler histoire aussi. Donc, alors parlons maintenant Russie et Chine. Philippe, Russie et Chine, je suis obligé. Excusez-moi, deux petits mots sur les biens publics quand même, parce que notre ami qui dit oui, c'est ça, répartir, faire une centrale d'achat du gaz, par exemple, et puis Pourquoi répartir les approvisionnements ou les fournitures de gaz. Mais non, ce n'est pas l'objectif de l'Europe aujourd'hui. L'objectif de l'Europe, et c'est écrit d'ailleurs dans tous ces textes, c'est de créer une société décarbonée, une nouvelle économie sans carbone. Et donc, c'est pas de continuer à répartir le gaz, c'est peut-être commencer à remplacer le gaz par autre chose. Et on a besoin de mobiliser et de faire participer la société pour ça. Et ça, on ne le partage jamais. On a les chiffres qui tombent, on gouverne par les chiffres, on dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que vous ayez tel et tel objectif. Alors, pourquoi faire? On n'en sait rien et nous on a envie d'autre chose, on a envie de partager une vie. Alors, deux secondes, rien de plus concret que des vaccins pour soigner les gens et du gaz pour chauffer. Ah, bah, écoutez, on peut parler de la santé publique et puis vous pouvez... Claude, il n'y a pas que les vaccins pour soigner les gens, monsieur. Alors je réponds sur Russie et Chine parce que je pense que le shoot est important là. Il faut que je sois clair. La Russie s'est constituée comme un empire. L'État russe ne se conçoit pas autrement qu'entouré de son empire. Sinon, il est pas seulement atrophié, il est menacé. Il ne faut pas sous-estimer la mentalité russe. Hein. Donc c'est un empire. On a connu, nous, des dissolutions d'empires austro-hongrois. L'empire turc s'est dissous. Ça provoque toujours des violences et des guerres, les dissolutions d'empires. Il faut quand même aborder ça avec d'abord une conscience historique. Et je me pose la question, comment avons-nous abordé la chute de l'Empire soviétique à l'époque de Gorbatchev? Voilà. N'avons-nous pas une part de responsabilité? Mais ça crève les yeux. J'étais au Parlement européen, j'ai jamais vu autant de députés américains et de firmes américaines qui venaient faire leur jardin et leur lit sur le continent, avec l'idée, plus ils seront dans notre empire, mieux... Notre empire mondialisé. Plus ils sont dans notre... On va les amener dans notre bloc. C'était ça l'objectif. On les amène dans notre bloc. Et c'était le triomphe de l'Occident. Les grands philosophes Fukuyama, oh là là, formidable. Triomphe de l'Occident, marché et démocratie. Sans voir comment le marché est construit, la démocratie est construite, entre parenthèses. Mais bon, Fukuyama fait plus recette, mais enfin, c'était ça en 1991. Heureusement, Guéhenno, d'ailleurs un Français, titré en 93 sur la mort de la démocratie. Je ne suis pas le seul. Et Guéhenno n'est pas ni un irresponsable, ni un radical. Donc la chute des empires, il faut la gérer. Il faut la gérer. Toute l'histoire montre que c'est compliqué. On ne l'a pas fait. On n'a pas tenu compte de l'histoire russe, de la mentalité russe, ni de celle des Chinois, parce qu'ils ont quand même quelques soucis. Quand les Russes disent... On a quand même contribué à sauver l'Europe du nazisme. C'est vrai, il y a quand même eu 20 millions de morts là-bas. Mais, bon. Mais non, ils ne sont même pas invités aux commémorations. Enfin, faut voir quand même comment l'Occident est reçu à l'extérieur au bout d'un moment. Il faut s'interroger sur le ressentiment en Afrique, sur la France qui est l'État français co-responsable du génocide au Rwanda, mais qui n'a jamais fait amende honorable. Alors, vive l'Occident? Ben non, pas moi. Voilà, je ne peux pas. Alors, bien sûr, après. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on fait? Mais on prépare la paix. Mais imaginez, on est sorti de la guerre par une renaissance. Croyez-vous qu'elle est sortie de loin, la renaissance de l'Europe? Elle est sortie des idéaux de Kant, Bernardin de Saint-Pierre et autres. Nous, c'est une paix perpétuelle qu'on veut faire. Une paix perpétuelle. Le pape François, aujourd'hui, un des rares à avoir une parole d'éthique, il n'y a pas de guerre juste. Il est très clair, lui. Ni celle de Poutine, ni les autres. Il n'y a pas de guerre juste. Peut-être... Ah oui, mais il faut se défendre. Mais si on se défend sans préparer la paix, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, heureusement qu'on a préparé la paix, déjà avec ces idéaux de paix perpétuelle. Mais enfin, qu'est-ce qu'on a fait pendant la guerre? On a préparé l'après-guerre. On célèbre le Conseil national de la résistance. En 1944, on promeut une réforme, on crée des institutions internationales. On avait créé la SDN dans l'entre-deux-guerres. Voyez les décennies d'efforts pour préparer une paix, bon sang.
Et quand est-ce qu'on va faire effort pour penser la fin de la guerre en Ukraine, qui ne sera pas une fin de la guerre simplement parce que la Russie aura perdu au bout d'un moment. On a le droit de penser à ça. C'est tout ce que je dis. Je ne valorise pas du tout l'offensive de Poutine. Je dirais, réfléchissons un peu à l'après, pour le moins. Parce que sinon, Tristan Bernard a raison. Un jour, on va déclarer la paix. La Russie sera vaincue, mettons, on déclare la paix, et vous aurez un miasme de violence et de guerre dans toute la zone européenne. Sauf à croire au triomphe de l'Occident. Alors, je suis désolé. Alors concrètement, comment on fait? Là, je suis obligé d'en dire un peu plus encore. Personnellement, je pense que la Crimée est russe, mais bon, passons pour... On s'interpose. On s'interpose. C'est pas simplement... Macron a raison de vouloir dialoguer avec Poutine, mais ça, c'est toujours l'optique du sommet. Non, il faut une force, il faut une interposition, il faut séparer et négocier. Alors on veut négocier en position de force, mais si on ne sait pas ce qu'on veut négocier et ce qu'on veut préparer, on ne s'en sortira pas. Voilà pour Russie. Et quant à Chine, oui, les peuples, c'est des faillites d'État dont je vous parle, au Sri Lanka, en Argentine, au Pakistan, ou je ne sais plus quel pays maintenant d'Afrique. Faillite d'État, catastrophe. Heureusement que la Chine est là. Heureusement que la Chine a financé des infrastructures et que maintenant elle remet des dettes. Parce que nous, qu'est-ce que nous avons financé comme infrastructure? Faites vos calculs. Les calculs sont faits. On va me dire, à l'époque du colonialisme, peut-être on a fait des routes et autres, ça, d'accord. Je ne reviens pas là. Mais je parle dans les dernières décennies. Donc la Chine, je ne suis pas pour un modèle chinois, mais la Chine a l'intelligence de vouloir être dans la mondialisation. Heureusement d'ailleurs, c'est comme ça que Poutine, ça les gêne, évidemment. Ils ont fleuri grâce à leur intelligence dans la mondialisation. Maintenant, qu'ils aient des tares intérieures majeurs, on le sait, j'en fais pas du tout un modèle, mais croyez-vous que c'est par renforcer la suprématie de l'Occident et le surarmement qu'il faut procéder pour vaincre la Chine? Alors, ma mémoire est faite de Keynes 1918, à la sortie de la guerre, guerre de 14-18, congrès de Versailles, il claque la porte, il faisait partie de la délégation britannique, il claque la porte. Pourquoi? Il dit, on impose à l'Allemagne des dommages de guerre beaucoup trop élevés, alors qu'ils sont dans la misère, et d'autre part, on antagonise les soviets débutants, on en fait aussitôt un ennemi à combattre et à écraser. On n'y arrive pas, mais enfin, on essaie. Et il dit, alors que, on a parlé coopération tout à l'heure, mais on oublie Keynes, hein, c'est pas que les idéaux. Et Keynes dit, quand on mènera des efforts de coopération dans tout l'espace russe, le problème des soviets sera réglé. C'est peut-être idéaliste, mais c'est de pleine actualité. C'est par la coopération qu'on vainc l'autocratie. C'est pas par la confrontation brutale. Il faut que ce soit clair. En tout cas, ça mérite d'être réfléchi. Je ne veux pas en dire plus. Je ne peux pas convaincre en quelques mots. Et quant à l'abbaye, je connais bien. Je connais bien, puisque j'étais conseiller de Barnier à l'époque. L'abbaye n'est qu'un guichet qui offre des garanties publiques pour des projets selon une grille, selon une classification, selon des procédures. Mais l'abbaye ne finance pas directement des projets comme font des investisseurs privés ou des États. Elle donne des garanties à des projets qui ont été choisis par des États ou par des opérateurs privés. Et quand on fait... Donc c'est qu'un guichet, quoi. C'est une banque, c'est une administration de guichet. C'est pas un investisseur qui va mettre de l'argent lui-même en prenant des risques dans tel ou tel projet. Donc j'ai plaidé à l'époque pour qu'on crée un fonds d'investissement européen qui serait un fonds de fonds, c'est-à-dire qui prendrait des participations dans des fonds décentralisés. Et ce fonds européen, lui, pourrait investir dans des biens publics européens dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas le cas de la BEI. Donc il faut réformer la BEI. Il faut surtout créer une industrie financière européenne avec un fonds public européen. Bien, écoutez, je crois que oui. Alors, Éric, mais peut-être une réflexion ou une grande question qui appelle un quart d'heure de réponse. Nous sommes partis de Descartes.
Qu'est-ce que la fréquentation de pas la répondu. pensée de Saint-Augustin et de son environnement t'a apporté? Elle m'a tout spontanément. J'ai lu Saint-Augustin, pas tout parce qu'il a beaucoup écrit évidemment. J'ai lu une formidable biographie de Peter Brown, un Britannique. On a seulement découvert depuis une trentaine d'années les sermons de l'évêque. Alors c'est magnifique, c'est-à-dire il se heurtait à des foules au pire des catastrophes. Et comme dit le Peter Brown en question, qui a étudié tout ça, il dit mais les foules ne le suivaient pas du tout comme des moutons, pas du tout. Et d'ailleurs c'est si vrai que 30 ans après Saint-Augustin, l'Église d'Afrique a disparu de la carte. L'Église chrétienne d'Afrique. Donc c'est très passionnant de voir ce que fait un homme engagé. Puis on a montré un film sur Saint-Augustin qui fait la justice, parce que qui critique le régime de Rome sans en même temps vouloir ni pouvoir le battre, parce que qui peut prétendre renverser des montagnes, mais qui s'écarte des positions manichéennes, qui discute avec les manichéens. Il ne combat pas simplement une secte. C'est une pensée populaire dont il était question. Donc j'ai trouvé que c'était magnifique. Mais alors, ce qui m'a vraiment éclairé, c'est Hannah Arendt, parce que j'osais pas dire que c'est le début d'une nouvelle ère pour la liberté. J'osais même pas le dire. On est tellement mis dans un corner quand on pense qu'il y a eu des choses dans le christianisme qui ont été importantes, que moi-même, j'étais un imbécile. Et je suis pas croyant. Enfin, il y a une vérité de l'histoire. Alors, si on doit la découvrir derrière tout ce qui a été oublié ou caché, eh ben, faisons-le. Et je le mets que dans une séquence, Augustin, parce que d'une certaine façon, Descartes le remplace et le dépasse. D'une certaine façon, c'est comme en tennis, ça commence par Federer. Nadal se forme sur comment battre Federer et Djokovic, comment battre Nadal. Donc il faut parenthèse. Il faut voir plus loin. Ou pour citer Bertrand de Clairvaux, ou Bernard de Clairvaux, je ne sais plus. Il faut être capable de se hisser sur les épaules des géants pour voir plus loin et plus profond. Voilà. Ça. Et maintenant, je n'ai pas trouvé de nom de philosophe. Je n'ai pas trouvé de nom. Je ferai... Comment dire? J'ai une sympathie, effectivement, pour des philosophes comme Julien et la décoïncidence. Lui, il m'a appris des choses sur la Chine remarquables, notamment, qu'est-ce que c'est que c'est là que je trouve qu'est-ce que c'est que la notion de raison en Chine. Et je découvre que la raison en Chine, ça se découvre dans les nuances de la jade. Incroyable. Mais c'est pas si bête. Et encore, à propos de l'école, l'éducation est une valeur suprême là-bas. Leur rapport au monde est une conception cyclique du cosmos, et l'homme est une partie du cosmos intrinsèquement. Il ne veut pas se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est passionnant, le Julien sur la Chine, je le recommande, après toi. En voilà un, mais il ne porte pas tout. Il ne me porte pas sur l'Europe. Sur l'Europe, j'ai été obligé de venir aux philosophes d'avant. Est-ce que je me suis coltiné des philosophes d'aujourd'hui? Wolff, qui a été directeur du département études à Normal Sup, qui vante encore les utopies européennes, mais d'une façon très eurocentrée. Et donc, je n'ai pas un nom de philosophe qui me vient spontanément à l'esprit, à part Julien que j'ai lu récemment, mais tous sont récents, mais du XXe siècle. Sur l'Europe, il a quand même écrit un beau livre dans lequel il défend cette idée très simple qu'il ne faut pas chercher une identité européenne, mais qu'il faut plutôt mettre en valeur les ressources de l'Europe, les ressources culturelles de l'Europe. Et là, c'est un exemple de pas de côté, c'est-à-dire de passer d'une idée reçue qui finalement est une idée trop simple. Il ne s'agit pas de la dépasser, mais de faire un pas de côté pour voir que c'est essentiellement des ressources qui peuvent se partager et qui peuvent donner naissance à un bien commun. Alors c'est un tout petit livre de François Julien, mais c'était pour corriger un petit peu ce que tu viens de dire. Il a beaucoup réfléchi à l'Europe. Il n'a fait qu'un petit livre, bien sûr. Voilà. Mais j'ai quand même ma réserve sous l'angle suivant. D'abord, je partage ce que tu viens de dire. Des coïncidences,
et ressources, j'appelle ça faculté, capacité humaine. D'accord. À partager. D'accord. Oui, mais je ne lâche pas la notion d'identité. Là, voilà ma différence. Parce qu'elle se cristallise dans les têtes et dans les institutions. Et donc, je suis un politique. Il n'est pas allé jusqu'à la politique. Donc, il y a besoin, dans la pratique réelle, on se coltine ça. Donc, je ne veux pas idéaliser une identité européenne. Je dis qu'on doit régénérer des idéaux, apprendre les idéaux des autres, partager, pour mieux être dans le monde d'aujourd'hui, sans cristalliser une identité eurocentrée. Je pense qu'on se retrouvera là-dessus. J'essaierai, Eric, de trouver... Ou alors, donne-moi 2-3 noms. Pas Habermas. Pas Habermas. Sloterdijk, peut-être. Sloterdijk est intéressant, oui. Mais il y a un peu de nostalgie d'empire, quand même. Bruxelles, c'est insignifiant, c'est pas un empire. Alors, il y avait des choses positives aussi dans les empires, en tout cas. Allez voir un peu aussi en Hongrie ou en Pologne. Il y a eu aussi des grands penseurs, Sokol et autres. Alors, oui. Alors, mais c'est notamment des historiens. Ah si, Patočka, voilà. Patočka, merci. Sokol, Jan Sokol. Patočka. Patočka, il faut lire les 2 livres. Platon et l'Europe, formidable, et Écrit hérétique ou quelque chose comme ça. Très très fort, Patočka. Donc mais c'est encore du XXe siècle, hein, je suis désolé. Alors Noël me dit, on n'est pas pressé, c'est bien, on continue. Oui, mais on a quand même aussi une soirée, donc on va le remercier, je crois. On n'est pas tous d'accord, voilà, c'est normal. Nous n'avons pas tous non plus le même vécu que Philippe, ni la même 2 minutes. Une citation oui. Oui. Il faut que tu prennes ton micro. Pour vous amuser, 2 citations de Descartes. Alors. La première, mon dessein n'est pas d'enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de voir de quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne. Ça, c'est un hypocrite. Il savait très bien qu'il était le premier d'autre chose. 2e citation, chacun abonde si fort en mon sens qu'il se pourrait trouver autant de réformateurs que de têtes. Sympathique. Voilà, donc je vais vous inviter à boire un verre et à manger un petit sandwich. Et puis quelques petits olivettes. Et puis à nous retrouver ensuite dans cette salle pour voir le film Bio Descartes, justement, sur Descartes de Roberto Rossellini. Alors, nous avions déjà passé le Pascal de Roberto Rossellini et le Saint-Augustin de Roberto. Ah, alors. Donc, nous avions déjà passé, parce que Roberto Rossellini a fait tout un coffret, Pascal, Saint-Augustin, Descartes et les débuts du capitalisme en Europe, justement, qui méritera d'être montré également. Donc, je vous invite à revenir, bien sûr, au cinéma après le petit sandwich. Et puis, je vous donnerai quelques informations sur la suite du Cercle cinéphile tout à l'heure. Ce sera pour ceux qui reviennent. À tout à l'heure.